Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Nous sommes le 13 janvier 2021 et vous êtes à l'écoute du service français. Voici maintenant les informations présentées par Anouk Sharma. Tout d'abord, les gros titres. L'Espagne centrale enregistre des températures de moins 25 degrés Celsius après une tempête de neige. Le groupe 'Ndrangheta Italie se prépare pour le plus grand procès de la mafia depuis des décennies. L'Inde et la police Bangladesh renforcent la lutte contre les activités terroristes. La Chine intensifie ses mesures pour contenir une éventuelle épidémie généralisée de coronavirus. Le vice-président américain Mike Pence refuse d'invoquer le 25e amendement pour destituer le président Trump de son poste. Le secrétaire indien à la Défense co-préside le 13e dialogue Inde-Vietnam sur la sécurité avec son homologue vietnamien. Nouvelle politique de commerce extérieur entrera en vigueur dans le pays le 1er avril. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays passe à 96,51% et l'Inde propose un plan en 8 points au Conseil de sécurité de l'ONU pour lutter contre le terrorisme. Vous allez écouter maintenant les nouvelles en détail. Les gens en Espagne centrale se trouvent en difficulté comme la chute de neige abondante du week-end est suivie du gel et la température baisse à moins 25 degrés Celsius à Molina d'Aragon et à Teruel, dans les montagnes à l'est de Madrid. C'est la nuit la plus froide d'Espagne depuis au moins 20 ans. Les responsables ont demandé aux personnes âgées de rester à la maison et au moins 7 personnes ont décédé à cause des intempéries, y compris les 2 dernières victimes qui seraient des sans-abri à Barcelone. La neige profonde laissée par la tempête Filomena s'est transformée en glace, perturbant les transports. Il y a eu une quantité extraordinaire de neige et de glace pour l'Espagne, où les hivers sont généralement assez doux. Des centaines de membres présumés du groupe de mafia le plus puissant d'Italie devraient faire face à la justice dans le plus grand procès pour le crime organisé du pays depuis des décennies qui commence aujourd'hui. Les 355 truands présumés et fonctionnaires corrompus ont été inculpés à la suite d'une longue enquête sur le groupe 'Ndrangheta. On s'attend à ce que plus de 900 témoins déposent et l'acte d'accusation comprend le meurtre, le trafic de drogue, l'extorsion et le blanchiment d'argent. Il se déroulera dans un bâtiment spécialement modifié dans la région du sud de la Calabre, au cœur du territoire d'Ndrangheta. Les forces de police de l'Inde et du Bangladesh renforceront leur action contre les entités terroristes, y compris les groupes terroristes mondiaux, ainsi que d'autres fugitifs où qu'ils soient présents et actifs. La décision a été prise lors des dialogues au niveau de la délégation entre les chefs de police de l'Inde et du Bangladesh qui ont eu lieu en ligne hier. Les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale en cours et ont décidé de renforcer encore les relations des forces de police entre les deux pays. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a dit que des points nodaux seraient établis pour un traitement et une réponse rapide et efficace aux défis de sécurité et de lutte contre le terrorisme existant et émergent. Le ministère a déclaré que les deux parties avaient convenu de renforcer leur travail conjointement contre les entités terroristes, y compris les groupes terroristes mondiaux, ainsi que d'autres fugitifs. Les deux parties ont également réitéré la nécessité de partager des informations et des retours d'informations en temps réel via les points nodaux désignés, tout en appréciant l'action en cours de chacun contre les groupes insurgés opérant dans la région. Au cours de la réunion, la portée d'une coordination renforcée pour lutter contre les crimes transfrontaliers, y compris la contrebande de drogue, de faux billets indiens, d'armes et de munitions,
et le trafic des êtres humains a également été discuté. Le dialogue s'est conclu par des assurances d'une coopération accrue des deux côtés pour relever tous les défis de sécurité à l'avenir. La Chine intensifie ses mesures pour contenir une éventuelle épidémie généralisée de coronavirus dans les zones entourant la capitale de Pékin. La ville de Langfang, dans la province du Hebei, étant mise en confinement mardi. Pékin a également fermé les autoroutes de la province voisine en raison de l'augmentation des infections. Au total, environ 22 millions de personnes dans 3 villes, notamment Shijiazhuang, Zhengtai et Langfang de la province du Hebei voisine de la capitale Pékin, ont été mises en confinement depuis mardi. Les véhicules et les personnes dans les 3 villes ne sont pas autorisés à partir, sauf si nécessaire, ont déclaré les autorités du Hebei lors d'un point de presse mardi. Depuis le 2 janvier, la province du Hebei a signalé un total de 326 cas de COVID-19 mardi et 234 porteurs asymptomatiques. La majorité des nouveaux cas ont été enregistrés dans la capitale de la province, Shijiazhuang, qui est passé en mode en guerre vendredi pour contenir la propagation du virus. Depuis le début de l'épidémie, presque 103 professionnels de la santé de 5 provinces sont arrivés à Shijiazhuang pour aider le personnel médical local qui a lancé mardi la deuxième série de tests d'acide nucléique dans toute la ville. Le vice-président américain Mike Pence a dit qu'il ne céderait pas à la pression d'invoquer le 25e amendement afin de destituer le président Donald Trump de son poste. Dans une lettre à Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, M. Pence a condamné l'émeute de la semaine dernière au Capitole. Il a déclaré qu'il n'avait pas cédé aux pressions d'exercer un pouvoir au-delà de son autorité constitutionnelle pour déterminer le résultat d'élections présidentielles. Il a ajouté qu'il ne croyait pas que la destitution était dans le meilleur intérêt de la nation ou conforme à la Constitution américaine. M. Pence a également dit qu'il ne restait que 8 jours au mandat du président. Le vice-président a réitéré son engagement à travailler de bonne foi avec la nouvelle administration pour assurer une transition ordonnée du pouvoir. Sa lettre est arrivée quelques heures à peine avant que la Chambre des représentants ne vote une résolution demandant à M. Pence de lancer le processus du 25e amendement. Le secrétaire indien à la Défense, le Dr. Ajay Kumar, a co-présidé mardi le 13e dialogue Inde-Vietnam sur la sécurité avec son co-président vietnamien, lieutenant général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense du Vietnam. Au cours de l'interaction virtuelle, tous les deux ont exprimé leur satisfaction face à la coopération de défense en cours entre les deux pays malgré les limites imposées par la COVID-19. Au cours de l'interaction, le secrétaire à la Défense et le vice-ministre de la Défense ont échangé leur vue sur le plan d'action qui a émané du sommet virtuel récemment conclu entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre du Vietnam Nguyen Xuan Phuc en décembre 2020. De nouveaux domaines de coopération en matière de défense ont également été abordés et ils se sont déclarés satisfaits des liens de défense croissants entre les deux pays. La réunion du comité consultatif parlementaire du ministre du Commerce et de l'Industrie s'est tenue sur le thème, et je cite, « Nouvelle politique de commerce extérieur 2021-2026 ». Fin de citation. La réunion était présidée par le ministre indien d'État au commerce et à l'industrie, Hardeep Singh Puri, en présence de membres du Parlement et de hauts fonctionnaires du ministère. Au cours de la réunion, il a été informé que la nouvelle politique de commerce extérieur ou le FTP
entrera en vigueur le 1er avril 2021 pour une période de 5 ans. La politique s'efforcera de faire de l'Inde un chef de file dans le domaine du commerce international et de canaliser les synergies acquises grâce aux exportations de marchandises et de services pour la croissance et l'emploi dans le but de faire l'Inde une économie de 5 billions de dollars. Le FTP 2015-2020 est entré en vigueur le 1er avril 2015 et il a été prolongé d'un an jusqu'au 31 mars de cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Dans un communiqué, le ministère du Commerce et de l'Industrie a déclaré qu'au cours de la réunion, on a également informé que l'initiative des centres d'exportation de district constituera une composante importante du nouveau FTP. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays est maintenant passé à 96,51%. Un total de 17 817 patients COVID se sont rétablis au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de récupération est passé à plus de 10 129 000. Le ministère de la Santé a déclaré que la charge de travail réelle ne comprend actuellement que 2,04% du total des cas positifs. Actuellement, le nombre total de cas actifs dans le pays est de 214 507. Au cours des dernières 24 heures, 15 968 nouveaux cas ont été signalés, portant le nombre total de cas positifs dans le pays à plus de 10 495 000. Le ministère a déclaré qu'à l'heure actuelle, le taux de létalité en Inde était de 1,44%, ce qui est l'un des plus bas au monde. Au cours des dernières 24 heures, 202 décès ont été signalés, portant le bilan à 151 529. Le ministre indien des Affaires extérieures, le Dr Jaishankar, a proposé un plan d'action en 8 points afin de lutter contre la menace du terrorisme. Il a dit que le Conseil ne devrait pas accepter le double standard dans sa lutte contre le terrorisme. S'exprimant lors du débat public du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème des menaces à la paix et à la sécurité internationale causées par des actes terroristes, le Dr Jaishankar a déclaré que l'incertitude économique causée par la pandémie a rendu les idéologies extrémistes radicales plus vulnérables aux activités terroristes. Le ministre des Affaires extérieures a déclaré que la COVID-19 avait encore aggravé les préoccupations liées au terrorisme dans le monde. Le Dr Jaishankar a ajouté qu'il n'y avait pas de bons et de mauvais terroristes. Il a affirmé que ceux qui propagent de telles distinctions ont une intention cachée et que ceux qui couvrent les terroristes sont également coupables. Il a exhorté les membres du Conseil à s'unir dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires extérieures a lancé un appel à tous les pays membres pour qu'ils acquittent des obligations inscrites dans les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. Il a dit que l'enregistrement et la radiation d'individus et d'entités sous le régime de sanctions de l'ONU doivent être faits de manière objective et non pour des considérations politiques ou religieuses. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter les informations et maintenant il est l'heure de vous présenter le commentaire du jour qui porte sur la marine indienne. La fin de 2004 et le début de 2005 resteront à jamais gravés dans la mémoire de nombreuses personnes à travers le monde et particulièrement en Asie. Un jour après Noël, en 2004, un tremblement de terre de 9,1 sur l'échelle de Richter a frappé au large des côtes indonésiennes près de Banda Aceh à 7h59. En moins de 20 minutes, plus de 100 000 ont péri en Indonésie. 1h30 plus tard, certaines parties de la Thaïlande ont été inondées
de nombreuses victimes. Les vagues ont frappé les îles Andaman et Nicobar et le sous-continent indien au large des côtes de l'Andhra Pradesh et du Tamil Nadu ont été frappées avec un effet dévastateur. Certaines parties de Sri Lanka ont été emportées. Le tsunami a fait plus de 230 000 morts et une traînée de destruction inimaginable dans son sillage à travers l'Asie du Sud-Est et du Sud, y compris l'Inde, et jusqu'au sud de l'océan Indien, en Afrique du Sud. Les forces armées indiennes ont été immédiatement mobilisées. La marine indienne a lancé l'une des plus grandes opérations d'assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe ou HADR de son histoire, Opération Madad sur le continent, Opération Seaweed dans les îles Andaman et Nicobar, Opération Castor aux Maldives, Opération Rainbow à Sri Lanka et Opération Gambhir en Indonésie. La marine a déployé 19 navires et de nombreux hélicoptères et aéronefs à voilure fixe pour les opérations de secours. La marine a fait le gros du travail dans les opérations de secours post-tsunami. Il est impératif de comprendre ce qui est couvert dans le cadre des opérations d'assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe. Les Nations Unies considèrent les opérations de secours humanitaire comme des opérations dues à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme dans des zones au-delà de la capacité de secours des seules autorités nationales. Vu dans ce contexte, les opérations d'assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe et la marine indienne ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Cependant, l'assistance navale après le tsunami en 2004 a apporté une reconnaissance mondiale en termes de capacité d'assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe ou HADR de la marine indienne. La marine indienne a été au fil des ans l'un des principaux contributeurs au secours, en particulier en période d'inondation et d'incidents et d'accidents liés à l'eau. Des opérations de sauvetage lors de l'accident dévastateur de la plateforme pétrolière de la société ONGC en juillet 2005 à la récente volonté de faire face aux conséquences du cyclone Maha sur la côte ouest de l'Inde, la marine indienne a été omniprésente pour l'Inde et ses citoyens. L'une des opérations de secours les plus notables a été l'opération intitulée Madad, lancée en 2018, lorsque le Kerala a sollicité l'aide de la marine indienne pour mener des opérations de recherche et de sauvetage dans les zones inondées de basse altitude des districts d'Ernakulam et d'Idukki en raison de l'ouverture de volets du barrage Cherutoni et du district de Wayanad suite à de fortes pluies. La marine indienne a été extrêmement active en répondant à l'appel des citoyens indiens et des citoyens des Amis de l'Inde dans la région de l'océan Indien et au-delà. 2006 a vu la marine indienne monter une opération d'évacuation des citoyens indiens, ainsi que sri-lankais, népalais et certains libanais de Beyrouth après le début des hostilités en raison du conflit Israël-Hezbollah au Liban. Bien nommée Opération Soukoun, la force opérationnelle navale a évacué 2280 personnes de la zone de guerre. La marine a également entrepris des opérations de secours contre les inondations à Sri Lanka, au Bangladesh, au Myanmar et au Mozambique, a transporté du matériel de secours dans les environs immédiats et au-delà, et a également évacué des ressortissants indiens et étrangers lors de l'opération Rahat en 2015. Cette opération est la plus grande non-évacuation des combattants entreprise d'une zone de conflit, au cours de laquelle 3074 personnes, dont 1291 étrangers, ont été évacuées du Yémen ravagé par la guerre par des navires de guerre de la marine indienne. La pandémie Covid-19 a également vu la marine indienne lancer l'opération Samudra Setu pour venir en aide aux pays du voisinage étendu
et ramener en Inde les citoyens indiens bloqués dans ces pays. Cette approche a été facilitée par la philosophie de la marine indienne de déploiement basé sur les missions. La marine indienne a maintes fois démontré sa capacité à être le premier à sortir du bloc en tant que partenaire fiable pour toutes les opérations et missions imaginables, en particulier au cours des dernières décennies. Cette capacité et cette approche ont fait de la marine indienne le partenaire de sécurité préféré de la plupart des pays de la région de l'océan Indien et au-delà. Le service est aujourd'hui devenu un joueur d'équipe professionnel, résolu, infatigable, fiable et durable non seulement pour ses citoyens, mais aussi pour ses voisins avec une philosophie fondamentale d'être à portée de main pour l'Inde et ses amis. Chers auditeurs, vous venez d'écouter le commentaire du jour, rédigé par Sumit Kumar Singh et traduit par Savita Taneja. C'est All India Radio Delhi et nous venons à la fin de notre programme d'actualité. Merci.